Welcome to BGP Music Live. C'est Demande à la poussière pour BGP Music Live. On s'était eu en mars pour l'interview Skype de sortie d'album. À l'époque, c'était un peu compliqué au niveau concert. Et là, comment ça s'est passé votre des concerts, notamment que vous avez fait le New Blood Fest la semaine dernière? C'était comment? C'était un concert de reprise plutôt assez challenge. Parce qu'en fait, on a eu pas mal de public et on s'est retrouvé quand même sur une affiche avec pas mal de bons groupes. Donc c'était plutôt intéressant. Et puis on a eu des conditions de dingue pour pouvoir être bien posé, etc. Donc plutôt cool. Donc nous on avait hâte de rebouffer les planches parce que Demande à la poussière, c'est ce qu'on t'avait dit, on est beaucoup plus fun. Et puis c'est plus notre truc, entre guillemets, la scène que les albums. Donc là on a hâte de repartir sur la route. Donc là ce soir donc, on est à Saint-Germain. Après on a des dates qui commencent à se profiler, mais bon, qu'on va annoncer le 1er décembre. Parce qu'on a une tournée qui se prépare, mais bon, pour l'effet un petit peu de surprise, on n'en parle pas. En tout cas on a eu les directives. Donc voilà, pour l'instant. Mais en tout cas on va repartir rapidement sur la route. Et c'était comment les retours au public du festival? Je crois que le festival était complet. C'était quoi comme jauge, John? On était à. Alors normalement la jauge on ne devait pas dépasser 800. Voilà. Donc oui on peut te le dire, on était sold out effectivement. Ok, ouais, voilà. Non bah écoute, c'est assez impressionnant de voir autant de mobilisation. Donc après, il faut pas se cacher, hein, il y a eu pas mal de monde, mais ça a pas mal tourné parce qu'il y a eu différents styles. Et donc ce qu'il y a de bien, c'est nous on a été assez surpris de voir qu'il y avait plein de suites ou de t-shirts de Demande à la poussière devant nous. Et c'est vrai qu'on a été plutôt bien accueillis, c'était plutôt cool. Je pense qu'il y a peut-être eu beaucoup de précommandes aussi via le label sur Saturn. Alors pour Sur Saturn, on a eu pas mal pour la réédition du premier album en splitter, donc effectivement ça marche bien. Pareil chez notre distributeur Season, là on en écoule une bonne partie. Mais ensuite, ouais, avec le deuxième aussi a plutôt bien fonctionné, quoi. Le label My Kingdom est bien content. Et là, vous avez eu du temps vraiment pour travailler le concept au niveau du live? Alors là ce soir on va pas pouvoir mettre de vidéo. Là on avait travaillé tout un show de vidéo. Donc on a quand même le backdrop, etc. Mais ouais, on a travaillé pas mal d'éléments complémentaires parce qu'on joue de plus en plus dans le noir. Parce que voilà, je crois que c'est un peu la tendance actuelle et puis que nous on aime bien. En fait, comme on te l'avait dit, on est assez pudique là-dessus. Donc voilà. Est-ce que pour toi, l'homme est nihiliste de nature? Ben oui, c'est son essence. Pour moi en fait, il n'y a rien de concret là-dedans. Il n'y a rien. L'homme en fait il est paramétré ou paramétrable et le gros problème c'est que de base il est nihiliste. Et moi c'est ce que je pense que on arrive dans une ère de plus en plus nihiliste. Donc c'est un peu beaucoup de choses qui avaient été écrites à l'époque de Carvalho commencent un petit peu malheureusement à arriver. On commence à le voir avec le prix des énergies, de toutes les choses assez, on va dire, primaires qui commencent à augmenter. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et on voit que c'est le nihilisme, l'appât du gain, beaucoup de choses. Voilà. Après bon, ça a l'air d'être parti pour ça. Parce qu'avant, l'homme était plutôt centré par rapport à un dogme, que ce soit par la religion, un credo. Bah, en fait, c'est marrant parce que si tu veux, là, on sent quand même que la religion reprend un pas. Il y a de plus en plus de communautarisme, mais dans tous les secteurs. Je pense que les gens ont besoin de sens. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en faisant de la musique telle qu'on le fait, tous les groupes, hein, globalement, on est en train d'apporter aussi un échappatoire à tout ça à certains moments. Et je pense que ça permet aussi d'ouvrir un petit peu les esprits. Après, c'est vrai que je te cache pas que la part de la musique et la part du sens qu'il y avait il y a quelques années où les gens se penchaient sur les textes et tout, parfois on se rend compte que on est quand même sur une ère de la bêtise où les gens vont prendre un petit bout et polémiquer pour polémiquer. Et voilà, on est dans l'instantané et effectivement c'est un peu chiant. Mais aussi être athée dans certains pays, c'est hyper dangereux. Quoi. Ah oui, oui, complètement. Dire qu'on est athée. Oui, bah écoute, moi j'ai bien connu ça quand j'ai joué en Jordanie avec Z Reptilia, un groupe dans lequel j'étais à Dubaï. Et effectivement c'était un peu compliqué quoi, parce qu'il y avait un Palestinien dans le groupe, il y avait un Indien, on était différents, donc effectivement ouais, c'était compliqué. Et tu sens que dans certains pays c'est une réelle urgence de refaire du métal parce que ça ouvre l'esprit et c'est une rébellion saine on va dire. Il n'y a pas tout le business qui est arrivé malheureusement au fur et à mesure dans la scène française. Mais bon, qui est un peu en train de s'ouvrir quand même parce que là on a parlé du New Blood mais il y a pas mal de petits festivals qui se créent un peu partout. Et je trouve ça plutôt cool qu'il y ait des nouveaux acteurs en fait, qui permettent de faire émerger des groupes et qui prennent pas forcément
des risques uniquement avec des grosses têtes d'affiche. Donc non, non, c'est plutôt bien. Est-ce que dans certains pays où tu as joué, tu étais obligé de cacher que tu étais un musicien de métal? Non, 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 la seule chose c'est que dans The Reptilia c'était marrant, mais il y a certains thèmes qu'on ne pouvait pas aborder, de type religion, alcool, sexe. Donc si tu veux, ça te force à jouer beaucoup sur les mots, sur des jeux de mots, des trucs, mais en fait à chaque fois qu'on allait jouer dans un pays compliqué, comme la Jordanie par exemple, il fallait qu'on montre les textes avant. Quand on a été joué à Dubaï avec Demande à la poussière, on a dû montrer nos textes pour bien montrer que bon, on n'était pas en train de critiquer l'État, tata, enfin voilà. Et puis pour la petite blague, enfin, ce qui n'était pas drôle pour eux, mais il y a Vader qui était venu jouer à Dubaï quand j'y étais, et leur merch a été confisqué. Et leur concert annulé 2 heures avant, parce qu'ils ont un clip où ils brûlent la Torah, la Bible, et donc ça n'a pas plu. Voilà. Et donc on s'est retrouvé à faire un karaoké avec eux, ce qui était assez fun. Mais voilà, tu te rends bien compte que c'est pas la même chose, quoi. Voilà. Et aussi au niveau de ton précédent groupe, donc il y avait plusieurs religions au sein du groupe, c'est ça? Ouais, ouais. Mais globalement, on parlait pas de tout ça. Parce que c'est toujours un sujet qui. Puis chacun avait du respect pour l'autre. Dans le sens où c'est quelque chose de personnel, la religion. Pour moi, c'est. Tu crois ou tu crois pas, mais tu peux pas imposer à quelqu'un de croire ou à ne pas croire. Donc il y avait une intelligence. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait un musulman, un hindi qui avait un truc très particulier dans une région. Enfin bon, si tu te mets à creuser partout, c'est super chiant. Par contre, pour la bouffe, c'était galère. Ça, c'était chiant. Mais je t'avoue que je trouvais pas beaucoup de porc. Mais bon, c'était cool. Et au niveau de Demande à la poussière, du nom du groupe, Ouais. tu demandes quoi à la poussière? Ah, ce que je lui demande. Ah, en fait, on peut lui demander plein de choses à la poussière. Mais globalement, si on reprend le livre de John Fronte, ce qu'il demandait à la poussière, c'est simplement que c'est, c'est une fois qu'on est par terre et qu'on a la tête vraiment dans le sol et qu'on est ancré dans une mer de noir, c'est là où en fait on ressurgit une capacité en fait à aller de l'avant. En tout cas, pas chez tout le monde, mais en tout cas régulièrement, on parlait du nihilisme de l'humain, mais il y a aussi quelque chose qui est la survie et qui revient tout le temps. Et en fait, demander à la poussière, c'est un peu ça. Donc, ce qu'on lui demande, nous, à la poussière, c'est simplement ben, qu'elle soit plus saine, en fait, qu'on soit pas sur un terreau vicié comme on l'a régulièrement, quoi. Donc, là, pour nous, globalement, la poussière, on pourrait dire que c'est le flux d'informations qu'on a. C'est le truc en continu où tu as ton cerveau qui est même plus disponible parce que ben, entre les pubs, entre des chaînes d'infos permanentes, tout ça, tu te retrouves. Moi, pour moi, c'est ce que j'appellerais un nuage de poussière qui, effectivement, ce qu'on leur demande maintenant, et moi je pense qu'un jour il faudra qu'on se pose la question, c'est du sens à tout ça. Et voilà ce qu'on demande à la poussière au final. Ouais, par exemple, en ce moment, il y a un matraquage sur Zemmour, sur Pass Sanitaire et tout, quoi. T'as fait information consciente, quoi. Mais c'est ça, on a l'impression qu'il n'y a que ça à la télé, quoi. Et puis je trouve que c'est devenu un appareil d'État, c'est-à-dire que globalement on est un peu en train de nous insuffler des. On fait des tests, on balance des fausses idées, puis après on dit oh là là, ils ont crié, on va pas le faire. Enfin voilà, il y a quand même un baromètre maintenant qui est lié aux médias qui pour moi c'est pas vraiment leur rôle en fait. Souvent c'est plus vraiment de l'information. Voilà, en tout cas c'est mon avis pour pas mal de choses. Ouais, parce que déjà, TF1, c'est Bouygues, BFM, c'est SFR Pratique Drahi, je crois. Ouais, non mais Donc, ouais, c'est vraiment un appareil d'État, quoi. C'est que des hommes c'est proches comme de des hommes l'État. proches de Et l'État. voilà. Bah ouais, et puis je crois que t'as le beau-fils de Monsieur Macron qui est à l'Institut de sondage, là je me rappelle plus. Mais bon, mais c'est pas de leur faute, ils ont travaillé pour arriver là où ils sont. Donc on va pas leur en vouloir. On a tous les copains qu'on a, hein, c'est différent. T'as aussi l'ère de Liberté de Canal qui est finie, quoi, depuis. Ah bah complètement. Complètement. Bah oui, on a une. Moi je me rappellerai toujours d'avoir vu Treponenpal à nulle part ailleurs, avoir vu des trucs de dingue, Nirvana quand ils sont venus la première fois en France. Enfin, c'était vraiment énorme. Il y avait une ouverture à ce qu'on appelait la musique alternative. Et je trouve que ça s'est fermé ça par contre. Maintenant on est dans la standardisation, et toutes les émissions ont le même schéma maintenant. On n'est plus surpris par rien. Donc c'est un peu dommage. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi sur Saturn Records comme label? Ah, bah en fait c'est très simple, hein. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on était chez Argonaut Records et que on était en contrat avec eux pour le format CD, mais pas pour le format vinyle. Et en fait, ben, j'ai créé sur Saturn Records, donc je fais partie des gérants avec Arnaud Gillard. Et entre guillemets, bon ben, nous on voulait une autre image de
de ce qu'on voulait voir sortir. Puis on est des passionnés de la musique, donc c'est vraiment pour ça qu'on a lancé le label. Et donc tout naturellement, vu que c'était pas sorti en vinyle, on s'est dit on va le sortir en vinyle nous, et on va faire une belle édition splitter, orange et jaune, et ça donne, en plus ça rend honneur en fait à la pochette que Jeff avait fait, qui est vraiment magnifique, et quand on le voit en grand, voilà, on voit tous les détails de la peinture, c'est super, enfin nous on trouve ça cool. Je trouve qu'il y a aussi des sorties hyper qualitatives sur ce label. On essaye, en tout cas on essaye d'avoir une ligne directrice, on essaye tout simplement si tu veux on se met en position d'auditeur, parce qu'on signe ce qu'on aime, et surtout on essaye de sortir des choses de manière qualitative, et puis il y a énormément de bons groupes en France. Et là souvent les groupes qui nous contactent et avec qui on travaille, parce qu'on essaye de pas trop prendre de groupes non plus, parce qu'il faut pouvoir les travailler, il faut pouvoir les accompagner, et ça c'est ce qu'on essaye de faire, donc c'est plutôt bien, et nous on se positionne entre le post-rock et le black metal, donc on peut dire que c'est assez large, mais en tout cas on a une éthique qui est toujours un petit peu liée à l'indie, au noise rock, à tout ça. Et qui parle dans le morceau perdu et d'où vient l'extrait? Ah, ça c'est Françoise Sagan, d'une interview en fait qu'elle avait faite sur son livre en fait. Je me rappelle plus par contre de quel livre elle parlait à l'époque. Là j'aurais dû le noter, mais ouais c'est Sagan. Voilà. Et c'est intéressant ce passage parce que on se rend compte que le journaliste n'a pas forcément bien compris le sens du livre et la pertinence de certaines actions. Et elle lui dit mais attendez vous comprenez rien, la personne est simplement perdue quoi. Et en fait ouais ça a été le fil conducteur derrière, parce que le texte était déjà là, et quand on est tombé sur l'extrait, parce qu'en fait on veut toujours avoir un lien avec la littérature, et on trouve quand même qu'il y avait une certaine magie avec des anciennes interviews, des anciennes comment dire, personnalités. Donc c'est un petit côté rétro qu'on aime bien. Et son livre il parlait de quoi? Alors là, celui-ci, je ne sais pas spécialement, mais je crois que c'était Les Temps Perdus, je suis pas sûr. Si tu veux, je te renverrai la référence parce qu'il faut que je la retrouve. Mais en tout cas, ça parlait d'une fille qui ne sait pas se positionner entre son mari qu'elle a épousé et puis une rencontre qu'elle a fait entre temps. Et elle ne sait plus vraiment où son cœur va. Et donc, pour le coup, elle est perdue, quoi, tout simplement. Donc, c'est vraiment très sentimental. Dans la thématique du groupe, c'est aussi le temps perdu, hein. Enfin, Ouais, l'idée du sablier aussi. ouais, nous on est là-dessus. On est là-dessus. Il y a le temps perdu, il y a surtout le temps inutilisé, c'est-à-dire que globalement, tout le monde est déjà pris par énormément de choses, et il y a tout. En fait, c'est aussi le regret de pas mal de choses qu'on aurait voulu faire ou faire différemment. C'est un peu le regret qu'on voit derrière. Voilà. Mais aussi dans l'ère moderne, on est à peu près par métro, boulot, dodo. On a quasiment Ouais. plus le temps de penser par soi-même, quoi. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, effectivement, on nous donne un petit peu des choses prémâchées, mais bon, on peut toujours penser par soi-même, c'est simplement tenter de prendre du temps de le faire. Plutôt que d'allumer la télé, peut-être mettre un disque et ouvrir un livre. Rien que ça, déjà, ça aide. Et puis se balader dans la forêt, enfin, passer du temps avec les siens. Enfin, ça, c'est des choses qui me sont venues une fois que j'ai été papa, parce que ça prenait vraiment du sens. Donc, voilà. Et d'où est venu le chant en français sur DLP? Tout de suite, c'est venu parce que il n'y a pas eu vraiment de choix. Je sais qu'on s'est retrouvé à prendre des extraits du livre de Demande à la poussière, de Carvalho aussi. Donc c'était. Non, non, c'est venu. En fait, j'en avais un peu marre, moi, de chanter en anglais. Très, très clairement. T'arrives très vite à une syntaxe qui tourne un peu en rond, des thématiques avec des mots qui sont tout le temps utilisés. Enfin, je trouvais que la langue française m'apportait un éventail où je pouvais m'éclater un petit peu avec des images un peu personnelles, des choses incongrues, comme quiétude hostile, où voilà, typiquement c'est des mots qu'on ne mettrait pas ensemble, et qui au final ressortent une poésie. Donc c'est voilà, c'est le but. Mais aussi ton ressenti est plus en français, donc tu peux transmettre mieux en français. Ouais, moi là je me sens beaucoup mieux en français, et c'est vrai que là j'ai trouvé un peu ma voix là-dessus. Mais j'exclus pas peut-être dans un autre groupe de rechanter en anglais, ça m'arrivera sans doute. Mais pour le coup là, dans l'identité du groupe, puis en plus le nom est en français, donc quelque part il y a une continuité logique. Euh, c'est- on n'a pas de nom en anglais et on chante en français, parce qu'on a déjà vu ça, ou l'inverse, mais en tout cas là, nous on a vraiment voulu prolonger notre amour de la langue là-dessus. Et c'est quoi tes dernières lectures?
Alors mes dernières lectures, alors tu vas rigoler, je suis en train de lire en fait une analyse d'une personne sur le nombre de clics et de likes sur Facebook et l'impact financier que ça a et l'impact écologique que ça a. Parce que tous les serveurs sont un peu disséminés dans le monde. Et en fait, c'est un rapport qui fait écho avec l'engagement des pays à s'être engagés à moins polluer. Et on se rend compte qu'en fin de compte, tout ça pollue également énormément. Parce qu'il faut, des fois, c'est en plein désert, il y a des trucs pour rafraîchir les machines et tout, ça coûte un bras. Et en plus, bah, c'est pas du tout écologique. Moi, je suis pas un pro écolo, mais en tout cas, l'analyse est plutôt pertinente là-dessus. Et sinon, bah, ce que j'ai lu dernièrement, j'ai lu un Dan Fante également, qui est le fils de John Fante, qui est un peu dans la même veine, un peu dépressif. Et voilà. Et tu penses quoi du rapport au like Instagram et tout des personnes? Bah écoute, moi je trouve ça, c'est toujours gratifiant quand tu vois que quelqu'un a liké, etc. Mais ça enlève en fait une proximité. C'est toujours mieux quand on descend de scène de parler avec les gens, de se dire ah, c'est cool, qu'est-ce que t'en as pensé, et puis d'échanger quoi. Donc moi ça remplacera jamais le contact de la scène. Euh, pour moi c'est juste un indicateur. Je pense qu'il faut pas se baser uniquement là-dessus parce que bon, il y a des groupes, on le sait tous, qui achètent des likes, qui achètent des vues, et ça c'est un truc, c'est un peu, je trouve que c'est se mentir à soi-même que d'aller chercher des mecs au Bangladesh pour cliquer, voilà. Mais bon, enfin je dis Bangladesh, mais ça pourrait être ailleurs, mais en tout cas, on s'était marré une fois, on a regardé un groupe que je citerai pas, mais qui était monté en 3 jours, plus de 200 000 vues. On a fait, bah, comment ils ont fait, putain, merde. Et le groupe sortait de nulle part, et on a cliqué, et après on a regardé les stats des régions, puis on s'est dit, bah, c'est bizarre, quoi. C'est qu'en Inde et tout. C'était assez marrant. On s'est dit, voilà, c'était cool. Donc c'est pour ça que pour moi, ça peut être un bon indicateur quand tu le joues d'une manière saine. C'est-à-dire que tu laisses la chose vivre et que c'est les gens par eux-mêmes qui le font. Je parle au niveau personnel parce que par exemple, tu as des gens qui attendent des likes sur leur publication Instagram. Hum. Des, Bah, après, c'est toujours pareil. Si les gens monétisent leur action, forcément, ils vont attendre d'avoir de l'interaction. Quand tu n'attends rien de ça, mais que tu attends juste que ce soit un vecteur de communication, t'es pas déçu, en fait, entre guillemets. Au final, tu es content. Tu te dis, bon, bah c'est cool. Ta vidéo qui a fait 15 000 vues, tu fais, bah, c'est sympa. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui en attendent maintenant, même sur Spotify ou autres, qui vont payer des choses pour, bah, parce qu'ils veulent vraiment en vivre, etc. Et je pense que après il y a deux choix. Je sais que nous on a fait le choix d'aller vers la scène parce que c'est la scène vraiment qui nous porte. Et avec tous ces artifices, je pense qu'un jour il faudra les contrôler un peu plus parce que c'est pas, ça fait pas honneur en fait à certains groupes. En tout cas moi je le ressens comme ça. Est-ce que tu as d'autres clips de prévu? Alors sur Demande à la poussière, non, parce que là la promotion elle est terminée. C'est vrai qu'on pourrait peut-être y penser pour relancer un peu les choses, mais non, pour l'instant on n'a pas voulu remettre en avant un nouveau titre. Là ce qu'on va faire, nos plans à l'avenir, là, c'est de faire quelques dates. Donc je crois qu'on en a presque une vingtaine déjà qui vont tomber là sur 2022, en croisant les doigts, voir s'il n'y a pas un autre problème de confinement ou de ce qu'on veut, parce que ça a l'air quand même d'être compliqué. Mais voilà, on essaye, on va essayer de le faire comme ça, et puis après bah, de repartir en studio et de composer. Parce que vous avez John co-restaurant manager. Ça se passe tout au moment aussi pour 2022. Je crois que tu as une date en janvier en partenariat avec Stay in the Pit. Oui, c'est ça. On a une super date là. On est plutôt content parce que bah, on avait rarement joué dans notre région. On est tous là entre le 78, 95 et 92, et c'est vrai que là pour le coup, on joue assez proche dans la région 78, mais c'est plutôt cool. Et puis bah, on est content de jouer bah, avec les copains de Decline of the Eye, Virgile aussi, avec qui on va partager la scène le 29 janvier à Douai aussi. Donc non, non, c'est plutôt cool. Par contre, j'ai complètement oublié le nom du quatrième groupe, je m'en excuse, mais effectivement, non, c'est super cool, on est super content. On va en faire bien pas mal de promotions quand même, parce que ben, HR, c'est une super salle, mais il faut être dynamique autour pour la pousser, mais c'est cool. C'est la date du 22, 22 22 janvier. janvier, ouais. C'est Lydia qui s'en occupe. Oui. Oui, je pense que de toute façon, elle fait un très bon boulot. Et c'est quelqu'un bah, qui est passionné, et ça se ressent, et ça fait du bien. Parce qu'il y a pas mal de gens qui se bougent, et c'est plutôt mortel.
En plus, c'est une organisation qui est assez jeune et Il me ça a semble. été créé pendant le Covid quasiment, donc ça s'est pris quand même la gueule dessus. C'est vrai que ouais, c'est un peu compliqué tout ça. Et pour 2022, t'as d'autres choses de booker? Ouais, mais ça, comme je te le disais tout à l'heure, je te le dirai peut-être en off, mais pas en interview, mais oui, oui, on a des trucs de bouquet. On a une tournée qui va partir au mois d'avril, et puis au mois de mars, on a aussi pas mal de dates. Puis après, en septembre, on reprend. Et puis après, on va avoir. On sait que Dubaï nous a recontacté pour y retourner, mais ils m'ont rien calé encore. Mais voilà. Donc on va peut-être se retrouver encore à partir à Dubaï. Et Dubaï, c'est surtout des expatriés? Non, non, enfin, oui, si, c'est des expatriés, mais c'est des Indiens, des Philippins. En fait, c'est un melting pot devant nous. En fait, y a pas de, c'est pas un concert pour des Européens là-bas, en fait. On joue vraiment le multiculturalisme, pardon. Voilà. Mais Ça, t'as aussi des natifs de là-bas qui viennent? Ouais, alors les natifs, ils viennent, mais c'est pas trop leur truc, hein. Eux, c'est plus rap US ou ce genre de choses. Le métal, c'est quand même. Il y a un public régulier de 200 à 300 personnes là-bas et qui suit tout le temps dès qu'il y a un événement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une saison des concerts et après ça s'arrête pendant 6 mois, ça reprend après. Voilà. Donc ils ont une permission donnée par l'État pendant 4-5 mois et après, pendant les 6 mois d'après, il n'y a plus rien. Enfin, voilà. Bon, après, c'est logique aussi parce que après il se met à faire 55 degrés dehors, etc. Donc les conditions sont, sont pas fun. Et voilà. Est-ce qu'en vivant là-bas, t'as dû t'adapter au niveau de la vie de tous les jours, des dogmes, des choses? Bah oui, mais j'étais là-bas avec mon épouse et elle n'était pas obligée de porter le voile. Contrairement à la France, il n'y a pas d'insécurité. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Je crois ils étaient à 1,8%, il me semble, un truc du genre. Donc il n'y a que dalle. Tu peux rentrer à n'importe quelle heure, tout est safe. C'est très très propre. C'est-à-dire que dans le métro, t'as pas de papier. Enfin, ça fait vraiment bizarre hein, quand tu reviens en France et que il y a beaucoup de choses qui te paraissaient normales et qui maintenant le sont moins en France, quoi. Comme les papiers par terre, maintenant les masques. Parce que les gens font pas gaffe, on n'a rien à foutre. Donc il faut pas s'étonner après que certaines villes deviennent des poubelles hein, à un moment donné. Donc voilà. Non, non, on a dû uniquement s'adapter, par exemple pendant le ramadan, à ne pas manger dehors, par exemple. C'était pas logique. Même pas fumer, pas boire d'eau, enfin voilà. Mais par contre, pour les non-musulmans, il y avait toujours des restos ouverts, mais qui étaient cachés à la vue, quoi. C'est-à-dire que. Donc c'était plutôt cool. Sauf que pour trouver du fromage, c'est la merde. Mais voilà. Ça, c'est le truc. S'il y avait un truc à changer, c'est ça. Mais bon. Est-ce que t'as une anecdote sur la reprise au New Blood Fest? Une anecdote. Ouais, j'en ai une marrante. Enfin, c'est-à-dire que je me suis retrouvé dans les loges avec Catalyst, qui est un groupe de death technique. Et puis nous on devait jouer et après ils jouaient après nous, donc eux commençaient à s'échauffer. Et moi j'ai pris ma grade, j'ai commencé à m'échauffer aussi. Et c'était drôle parce qu'eux ils étaient à 210 à la noire, alors que nous on jouait à plutôt 80-90. Donc moi j'étais là en train de plaquer mes accords et je les regardais, je me disais merde, on fait ça avec une guitare. Donc c'était assez drôle. Voilà. Mais non, après des anecdotes, il y en a plein, hein. On a passé des sacrés moments avec crise de nature morte, avec qui on fait souvent les cons. Donc non, non, on s'est bien marré. Et puis Pierre Nostrebel, on a passé pas mal de très bons moments avec lui. Parce qu'il est très ouvert et puis on a pas mal échangé sur la scène, sur pas mal de trucs. Donc, ouais, globalement, c'était plutôt sympa, quoi. C'était plutôt une fête entre potes, quoi. Voilà. Et tu m'as dit que t'as poussé le concept visuel sur scène aussi. Ouais, Avec mais l'écran. là, en fait, on n'a pas pu le mettre au New Blood pour des raisons techniques. Parce qu'en fait, si tu veux, il fallait qu'il y ait un projo et compagnie. Et là, pareil, ce soir, on peut pas, parce que si nous, on mettait en place ça, ça bousculait après tous les changements de plateau. Donc, bon, à un moment donné, faut rester humble. En plus, on ouvre, on est super content d'être là. Donc, voilà. Enfin, après, c'est des choix à prendre à des moments, mais dès qu'on aura un peu plus de temps et qu'on sera un peu plus, comment dire, un peu plus haut dans une affiche ou autre, on va essayer de le mettre plus en place, quoi. Mais en tout cas, là, on va essayer de le bosser en résidence un peu plus, etc. Par exemple, le 22 janvier, tu pourras le faire parce que tu fermes la soirée, je crois. Non, c'est pas nous, c'est Decline Audiel. Ouais, nous, en fait, je crois qu'on joue en deuxième, parce qu'on laisse la part belle à Virgile d'être troisième, et
et puis à Decline de terminer. Voilà. Voilà. Non, non, nous on est plutôt contents. Peu importe la place où on joue. Ok. Je te laisse le mot de la fin pour l'interview. Bah écoute, je te remercie déjà pour le déplacement et puis pour le temps passé. Et puis pour le soutien en groupe parce que bah voilà, c'est toujours cool d'avoir des relais. Et puis bah, merci à vous, encore une fois, hein, on l'avait dit l'autre fois, mais merci à vous d'avoir été présent quand même pendant cette période un peu compliquée où on pouvait pas défendre les albums, etc. Donc bah merci. Puis bah merci aux auditeurs et merci à toutes les personnes qui font vivre la scène, quoi. Merci à toi.